La tension est montée d'un cran ces derniers jours entre la Russie et les États-Unis puisque le président américain Donald Trump a annoncé l'envoi de 2 sous-marins nucléaires, je cite, dans les zones appropriées, et ce après des propos tenus par Dmitri Medvedev, l'ancien président russe. Alors comment analyser la stratégie des deux côtés? Jusqu'où peut aller cette escalade entre les deux pays? Et risque-t-on réellement une guerre nucléaire? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet que l'on va analyser ensemble aujourd'hui. Ce format ne prend pas de pause cet été, que ce soit sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Alors déjà, on va clarifier les choses parce que j'ai vu passer beaucoup de questions, vous nous avez envoyé aussi beaucoup de questions. Non, l'envoi de 2 sous-marins nucléaires par Donald Trump il y a quelques jours ne veut pas dire qu'il s'apprête forcément à lancer des missiles nucléaires sur la Russie et qu'on assisterait au début d'une guerre nucléaire. Pas de panique donc en quelque sorte sur cet aspect, mais tout de même, ça paraît important d'analyser tout ça puisque ça illustre des tensions et des stratégies de part et d'autre qui sont très importantes et intéressantes à analyser. Bon, je vous en parlais déjà la semaine dernière, Trump a imposé un nouveau délai à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Alors qu'il lui avait donné 50 jours à partir du 14 juillet dernier, la Russie dispose désormais de 10 à 12 jours pour mettre fin au conflit, faute de quoi les États-Unis menacent d'instaurer, je cite, des sanctions parmi les plus dures jamais imposées. Alors aucune liste de sanctions n'a été officiellement détaillée par Donald Trump ou par son équipe, mais les États-Unis avaient déjà évoqué certaines mesures qui ne viseraient pas seulement en soi la Russie, mais qui viseraient aussi en fait les pays et les entreprises qui continuent d'acheter des produits russes, et on pense principalement ici aux hydrocarbures. C'est donc du gaz ou du pétrole acheté à la Russie. L'objectif en faisant ça et en sanctionnant aussi ceux qui achètent du pétrole ou du gaz russe, c'est d'assécher les revenus russes issus de cette exportation d'énergie, puisque ces exportations d'énergie rapportent beaucoup à la Russie et lui permettent donc de financer sa guerre en Ukraine. Sauf que, eh bien, la menace ne semble pas vraiment fonctionner puisque la Russie semble ignorer finalement les ultimatums de Donald Trump et semble intensifier en parallèle ses bombardements sur l'Ukraine. Et tout cela ne plaît pas donc à Donald Trump. Donald Trump qui, pour rappel, avait promis pendant la campagne présidentielle de 2024 de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Et signe que la Russie ne faiblit pas dans ses bombardements, la semaine dernière, dans la nuit de mercredi à jeudi, une attaque sur Kiev, la capitale ukrainienne donc, a tué 31 civils et blessé 150 autres selon les autorités locales. Il s'agit de l'une des pires attaques de ce type contre la capitale en plus de 3 ans de guerre, puisque la capitale Kiev, certes, elle est touchée par des bombardements fréquents, mais elle est beaucoup moins touchée que d'autres villes, notamment à l'est de l'Ukraine. Et au passage, si vous voulez en savoir plus, j'avais été sur place en Ukraine déjà en 2022, quelques mois après le début de la guerre, pour justement voir comment les habitants vivent cette guerre sur place. Contrairement à certaines zones, comme par exemple le territoire de Gaza, qui est bloqué pour les journalistes, bloqué aujourd'hui par l'armée israélienne. En l'occurrence, en Ukraine, on peut s'y rendre en tant que journaliste. Je vous mets le lien de tout ça, c'est sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. Bref, je le disais donc, la Russie semble ignorer finalement ces avertissements et l'ancien président russe Dmitri Medvedev et actuel numéro 2 du Conseil de sécurité de la Russie a réagi directement finalement à l'ultimatum de Trump en déclarant, je cite, « Chaque nouvel ultimatum est une menace et un pas de plus vers la guerre, non pas de la Russie avec l'Ukraine, mais avec son propre pays. » Sous-entendu donc, un pas de plus vers une guerre entre la Russie et les États-Unis. Et le 31 juillet, le ton est encore monté puisque Donald Trump a qualifié l'Inde et la Russie d'économie morte. Il a aussi averti Dmitri Medvedev, je cite, de surveiller ses propos pour ne pas entrer en terrain dangereux. Dmitri Medvedev, qui il y a quelques jours, avait conseillé à Donald Trump de revoir la série de zombies de Walking Dead pour imaginer les conséquences d'un conflit avec la Russie, en faisant aussi référence à la célèbre main morte. La main morte, qu'est-ce que c'est? C'est le système soviétique de riposte nucléaire automatique pendant la guerre froide. Ce système de main morte, il garantissait une riposte nucléaire automatique, même si la chaîne de commandement était détruite, en détectant notamment une attaque via des capteurs et en lançant automatiquement des missiles en représailles. Et donc on va faire un petit peu de commentaire de texte en évoquant ici la main morte. Dmitri Medvedev fait allusion à un potentiel conflit nucléaire automatique en quelque sorte, qui pourrait entraîner une destruction massive et un monde post-apocalyptique, similaire donc à ce que montre la série The Walking Dead. Et donc c'est suite à tout ça que Donald Trump a annoncé l'envoi de 2 sous-marins nucléaires, je cite, dans des zones appropriées. Alors est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est une vraie escalade? À quoi ressemble tout ça? Il faut savoir qu'il y a de toute façon des sous-marins nucléaires américains qui sont positionnés dans les mers et dans les océans du monde entier. Concernant ces sous-marins en particulier cités par Donald Trump, aujourd'hui on ne sait pas exactement où ils sont, ni d'ailleurs si c'est des sous-marins qui sont équipés ou non d'ogives atomiques. Ce qui est sûr, c'est que peu de temps après cette annonce, Donald Trump a été interrogé par un présentateur de la chaîne Newsmax pour savoir justement si ces sous-marins étaient désormais plus proches de la Russie, ce à quoi Donald Trump a répondu en riant, je cite, « Oui, ils sont
sont plus proches de la Russie. Mais selon le quotidien américain, le New York Times, on ne peut pas savoir en fait si ces sous-marins ont effectivement changé de position, puisque forcément ces sous-marins américains, vous l'imaginez, ils opèrent secrètement et il est probablement impossible de savoir si Trump a réellement repositionné d'une façon ou d'une autre ces sous-marins. En tout cas, Vladimir Poutine a répondu indirectement ce vendredi pour la première fois à Donald Trump concernant donc cet ultimatum, déclarant, je cite, « Toutes les déceptions naissent d'attentes démesurées ». Il a aussi ajouté, je cite, « Pour résoudre le problème de manière pacifique, nous avons besoin de discussions approfondies, non pas en public, mais dans le silence d'un processus de négociation ». À noter tout de même que Vladimir Poutine a refusé à plusieurs reprises de rencontrer Volodymyr Zelensky, justement pour parvenir à un cessez-le-feu et à un accord de paix. Alors pourquoi cette menace nucléaire maintenant? C'est là l'autre théorie ou stratégie assez intéressante à analyser. Certains évoquent ces derniers jours la théorie du fou, donc c'est la Madman Theory en anglais. Ça vient de l'ancien président des États-Unis Richard Nixon qui a utilisé cette stratégie notamment pendant la guerre du Vietnam. L'idée c'est de se comporter de façon imprévisible, presque irrationnelle, pour convaincre l'ennemi qu'on est prêt à tout et même à utiliser l'arme nucléaire. Ça pousse donc en quelque sorte l'adversaire à réfléchir bien 2 fois avant d'aller trop loin. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait utilisé cette tactique déjà face au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, déclarant que son bouton nucléaire était, je cite, beaucoup plus gros et plus puissant que celui de Kim Jong-un. Et oui, c'était bien une citation à l'époque de Donald Trump. Mais à noter que cette stratégie, c'est pas non plus une stratégie infaillible, elle n'est pas sans risque non plus, puisqu'elle peut mener assez rapidement à une escalade, ici en l'occurrence une escalade d'ordre nucléaire. Bref, vous l'aurez compris, le but de Trump, ce serait donc de pousser Vladimir Poutine à s'asseoir à la table des négociations. Poutine, de son côté, a réaffirmé sa volonté, je cite, selon lui, d'une paix durable en Ukraine, tout en maintenant en parallèle ses exigences, à savoir que l'Ukraine cède certains territoires, les territoires qui ont été envahis par la Russie, et que l'Ukraine renonce à rejoindre l'OTAN, qui est donc cette alliance politico-militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis. Sauf que ces conditions, elles sont jugées absolument inacceptables par l'Ukraine, puisque ça implique littéralement de perdre une part importante de son territoire, des territoires envahis illégalement par l'armée russe depuis 2022, voire depuis 2014, s'il est ajouté à cette discussion la question de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. En tout cas, Vladimir Poutine a déclaré vendredi dernier que la Russie avait lancé la production en série de l'Oreshnik, son missile hypersonique de dernière génération qui pourrait porter une charge nucléaire. Ça me semblait important de faire un point sur le sujet. Au passage, si la question de l'escalade nucléaire, de l'arme nucléaire et de tous les dangers évidemment associés vous intéresse, le magazine américain The Atlantic a consacré son dernier numéro, ou avant-dernier, je sais plus, précisément à ce sujet-là. Alors c'est en anglais, mais c'est très complet et très intéressant si vous voulez explorer ce sujet. La plupart des articles sont disponibles par abonnement, mais si vous voulez vous renseigner, je vous mets le lien du média et de leur site directement en description. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. 550 anciens responsables israéliens ont appelé ce lundi Donald Trump à faire pression sur le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour mettre fin, je cite, à la guerre à Gaza. Parmi ces anciens responsables, il y a des chefs espions, des militaires, des policiers ou encore des diplomates. Tous affirment que traquer les derniers hauts responsables du Hamas peut être fait plus tard, mais les otages, eux, ne peuvent pas attendre. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023 lors de l'attaque meurtrière du Hamas en Israël, 49 restent retenues à Gaza, dont 27 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. D'ailleurs, ces derniers jours, le Hamas a diffusé des vidéos montrant 2 otages israéliens très affaiblis, l'un notamment en train de creuser sa propre tombe. Alors ces images ont suscité de vives réactions. Emmanuel Macron a notamment dénoncé, je cite, une cruauté abjecte du Hamas et une inhumanité sans limite. De son côté, Benjamin Netanyahou s'est dit consterné et a sollicité ce dimanche l'aide du Comité international de la Croix-Rouge pour fournir nourriture et traitement médical aux otages israéliens dans la bande de Gaza. En tout cas, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira ce mardi pour une réunion d'urgence, on suivra ça. Deuxième actu, on vous en parlait la semaine dernière, l'étudiante gazaoui accusée de propos antisémites a quitté la France pour le Qatar pour y poursuivre ses études selon le ministère des Affaires étrangères qui a estimé qu'elle ne pouvait demeurer sur le territoire national en raison du caractère inacceptable de ses propos. En fait, une jeune étudiante palestinienne de 25 ans originaire de Gaza et arrivée en France le 11 juillet dernier devait intégrer Sciences Po Lille à la rentrée grâce à un visa étudiant et une bourse du gouvernement obtenue dans le cadre d'un programme destiné aux étudiants gazaouis. Sauf que son inscription a été annulée suite à des publications antisémites qu'elle aurait postées sur les réseaux sociaux. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait alors annoncé vendredi dernier le gel des évacuations de Gazaouis vers la France, le temps que l'enquête sur l'étudiante soit menée. De son côté, la jeune femme conteste l'ensemble des accusations dont elle fait l'objet. Son avocat a précisé dans un communiqué que le choix de partir vers le Qatar avait été fait en concertation avec le ministère
ministère des Affaires étrangères dans un esprit d'apaisement et pour préserver sa sécurité. Troisième actu, je voulais qu'on fasse un petit point météo rapide. Les températures vont progressivement augmenter cette semaine en France et pourraient atteindre les 40 degrés d'ici dimanche dans certaines régions du sud, selon la chaîne météo. En fait, une nouvelle vague de chaleur due à l'anticyclone des Açores qui touche actuellement l'Espagne pourrait s'installer durablement à partir de ce jeudi. Dans son dernier bulletin, la chaîne météo affirme que des seuils de canicule pourraient même être atteints dans plusieurs régions. Le seuil de canicule est atteint lorsque les températures restent très élevées jour et nuit pendant au moins 3 jours d'affilée. À noter cependant qu'on ne connaît pas précisément pour le moment l'intensité de ces chaleurs ni leur durée. On suivra l'évolution des prévisions dans la semaine. Et en fin dernière actu, plus d'1 million de personnes étaient réunies ce dimanche à Tor Vergata, à l'est de Rome, pour la messe de clôture du Jubilé des jeunes célébré par le nouveau pape Léon XIV. Le jubilé, c'est une tradition de l'Église catholique célébrée tous les 25 ans. Le dernier avait été décrété en 2000 par le pape de l'époque, Jean-Paul II. Il est présenté par l'Église comme, je cite, une occasion unique de consolider sa foi. Ce samedi, les organisateurs ont d'abord annoncé la présence de 800 000 personnes venues du monde entier, avant que le Vatican n'en annonce 1 million ce dimanche. Lors de cette messe, le pape en a profité pour affirmer que l'Église et la jeunesse du monde étaient solidaires avec les personnes vivant dans des pays touchés par la guerre. Il a notamment déclaré, je cite, « Nous sommes avec les jeunes de Gaza, nous sommes avec les jeunes d'Ukraine. C'est donc la fin du jubilé des jeunes, mais le jubilé, lui, dure toute l'année. » Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors si vous ne l'avez pas vu, sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format, on a publié une nouvelle vidéo. Hier, c'était une interview de Matt Groening et j'ai eu la chance de rencontrer le créateur des Simpsons. C'était passionnant de pouvoir échanger avec lui. Il m'a raconté l'histoire des Simpsons et les secrets derrière cette série. Si jamais vous voulez voir tout ça, je vous mets le lien directement en description. Merci pour votre confiance. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.